Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Pendant qu'Aurélien Rousseau détruit l'hôpital, Macron fait des selfies. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la routine, je voulais remercier particulièrement dans ces temps difficiles ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à ce travail de réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Min Chao, VTT Pollux, André Lelièvre, Monsieur Wick, Caroline Domini, Luc Tobiana, Monsieur 35 qui se reconnaîtra et Radar. Merci à eux du fond du cœur, ce sont des fidèles parmi les fidèles et je tenais également à vous remercier pour les pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Dans ces temps difficiles, il ne faut pas mettre genoux à terre. Alors, certains ont posé cette question, mais où j'étais hier ? J'ai eu quelques impératifs, je suis rentré trop tard chez moi et je n'ai pas pu tourner une vidéo, je suis véritablement désolé. Mais je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. Hier, Emmanuel Macron a parlé. Que doit-on retenir de son allocution ? Quelque chose, comment dirais-je, d'assez paradoxal dans la bouche d'Emmanuel Macron. Restons unis. En effet, Emmanuel Macron est l'homme politique le moins bien placé pour appeler à l'unité. Il n'a eu de cesse de diviser les Français, de les cliver, de les monter les uns contre les autres. Lorsqu'il essaie de se faire élire, il joue la France insoumise contre le Rassemblement national. Et lorsqu'il gouverne, et nous en avons une illustration dernièrement, il joue le Rassemblement national contre la France insoumise. Il a fait en sorte que notre société soit divisée en différentes communautés qui ne peuvent plus se parler. Et nous en avons des illustrations en ce moment. Wokisme, migrants. Il faudrait aussi évoquer les gilets jaunes, comment ils ont été traités à la télévision, les non-vaccinés et tous ceux qui ont défilé contre sa réforme des retraites. Oui, Emmanuel Macron, lorsqu'il appelle à l'unité, on a presque l'impression à une plaisanterie. Et d'ailleurs, les Français ne se sont pas laissés avoir lorsqu'on leur demande si cet appel à l'unité les a convaincus, ils répondent majoritairement non. Mais comment les choses pourraient-elles être autrement ? Emmanuel Macron nous joue ce qu'on appelle la politique du selfie. Il ne dirige pas un pays, il communique. Et il communique essentiellement pour apparaître de manière favorable devant les écrans. Donc, lorsqu'il arrive un drame, il y a des cadavres derrière, Emmanuel Macron arrive, il prend un selfie. Brigitte, là, j'ai le bon angle, là, on voit bien le cadavre derrière. C'est ça, la politique d'Emmanuel Macron, et cela devient insupportable. Généralement, lorsqu'il y a ce type d'événement, il prononce un discours, il promet évidemment aux Français monts et merveilles à coups de milliards, et on s'aperçoit, quelque temps après, que ces promesses, c'était du vent, c'était du mensonge, c'était de la propagande. C'est insupportable. Et puis, il faut ajouter quelque chose. Nous sommes dans des temps qui sont extrêmement troublés. Vous imaginez la France en guerre avec un tel chef ? Est-ce qu'il continuerait sa politique de communication et de selfie ? Mais nous courrions évidemment à la catastrophe. Et nous l'avons connu, la France en guerre, en guerre contre le Covid. Et nous en récoltons aujourd'hui les conséquences. Et d'ailleurs, nous venons d'apprendre quelque chose d'assez hallucinant. Hôpital, le gouvernement réclame 600 millions d'euros d'économies en 2024. Et vous vous souvenez de tous les discours d'Emmanuel Macron, comme quoi il fallait investir dans l'hôpital ? Il y avait même eu un Grenelle où on prévoyait des milliards d'investissements dans l'hôpital. Rien, tout ça du vent, parce qu'il y a des directives européennes qui demandent à la France de faire des économies dans le domaine de la santé. Et comme Emmanuel Macron dépense à côté toute une série de mesures complètement folles, il est obligé de faire des économies. Et il fait des économies dans l'hôpital, qui est complètement à l'os, où on voit que les services des urgences laissent, on a encore vu les images, au mois de septembre et au début octobre, je vous les ai montrés, on voit donc des gens attendre dans les urgences de manière tout à fait inacceptable. Mais il faut financer certaines politiques de santé, par exemple celle de la vaccination. Covid-19, 3,6 millions de doses de vaccins vont être jetées en France, c'était en 2022. Faites le calcul, tout l'argent qui a été engouffré dans ces politiques de vaccination, à tel point que Virginie Joron, une fois de plus, s'indigne. Avec Macron, c'est 5 ministres de santé depuis la crise Covid. À chaque nouvelle dose Covid, un nouveau ministre. Et oui, après les ministres Buzyn, Véran, Bourguignon, Braun, c'est Aurélien Rousseau, prof d'histoire. Non, pas le mari de Sandrine, l'anti-BBQ, mais le mari de Marguerite Cazeneuve, ancienne conseillère de l'Élysée et de Matignon, directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie depuis 2021, qui vient de récupérer le portefeuille favori de McKinsey.
Conflit d'intérêts? Que nenni. Même si cette branche de la sécurité sociale est sous la tutelle de Bercy et du ministère chargé de la santé. Et oui, le collège de la haute autorité estime que la fonction de la conjointe du ministre n'est pas en elle-même de nature à constituer une situation de conflit d'intérêts dans la mesure où celui-ci n'aurait pas à connaître de sa situation professionnelle, à statuer l'autorité administrative indépendante. Leurs soirées doivent être sympas car ils parlent de tout sauf du boulot. Bref, Aurélien, bon VRP des labos, vient de lâcher sur les plateaux de Léa Salamé que le lancement de la 5e dose est sans effet secondaire. Oui, mais enfin, on ne va pas les forcer. Donc, comment vous pouvez convaincre ce matin ceux qui nous écoutent d'aller tout à l'heure se faire vacciner? Je leur dis qu'on a un vaccin qui est plus efficace. Il est plus efficace que celui de l'an dernier. Il correspond parfaitement aux souches, voilà. Et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul. On sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Et donc, il faut y aller. Merveilleux. Mais il était où Aurélien depuis les premiers rapports de 2021 de pharmacovigilance? Dans quelle grotte? C'est aussi McKinsey qui le conseille? Troubles menstruels, péricardite, myocardite, même l'EMA et la Commission européenne ont reconnu ces effets indésirables. La 3e autorisation de mise sur le marché de la nouvelle 5e dose, qui vient d'être signée par la Commission européenne, prévoit ces derniers effets secondaires avec la notion d'issue fatale rare. Rare, mais fatale, et quand ça tombe sur vous ou sur votre enfant, la notion de rareté n'existe plus. Ce week-end, j'étais du côté de Toulouse et j'ai rencontré Bernadette. Bernadette a fait confiance à tous ses ministres et est allée se faire vacciner. Mais la première dose Pfizer a été fatale pour elle. 7 jours après sa première injection, thrombose. Et 7 jours après, encore un AVC. C'était durant l'été 2021, vous savez, juste après le discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron qui nous poussait à se faire vacciner. Aujourd'hui, elle n'a pas pu reprendre son travail et elle est devenue même diabétique. Personne n'a voulu s'occuper d'elle. Pas de déclaration à pharmacovigilance, pas de passe sanitaire car personne finalement n'a voulu lui faire d'autres doses. Alors, vous imaginez que cette pauvre Bernadette qui a eu tant de soucis, qui s'est retrouvée sans passe vaccinal, avec des difficultés pour établir justement le rapport avec la vaccination. Combien de Français n'ont pas pu faire de véritables déclarations? Quel est le véritable chiffre des effets secondaires? Eh bien, on va finir peut-être par le savoir, car il y a une plainte contre justement Aurélien Rousseau. Vous avez à peu près toutes les associations qui se sont réunies. La plainte contre le ministre de la Santé Aurélien Rousseau vient d'être déposée ce matin devant la Cour de justice donc de la République. Et vous avez l'organisation Bon Sens, bien évidemment, qui est en première ligne. Les victimes d'effets secondaires de la vaccination Covid-19 ou d'associations ont déposé ce 12 octobre une plainte à la Cour de justice de la République à la suite des propos mensongers du ministre de la Santé. Vous vous rappelez que le journal François avait déjà déposé une plainte. Donc, ils reçoivent évidemment le renfort de toutes ces associations. On peut par exemple évoquer Mélodie Ferron, fondatrice du collectif Où est mon cycle, que je vous avais présenté il y a 2 jours puisqu'elle était l'invitée de la matinale de Toxin. Et il y a également les navigants libres par la voix de notre hôtesse, victime des effets secondaires de la vaccination Covid-19. Et toujours en arrêt de travail, les navigants libres s'associent pleinement à la plainte déposée ce jour à la Cour de justice de la République contre Aurélien Rousseau, ministre de la Santé. Une de nos hôtesses qui a subi de graves effets secondaires de la vaccination contre la Covid-19 porte plainte à la Cour de justice de la République contre Aurélien Rousseau pour ses propos mensongers sur France Inter le 3 octobre 2023, indiquant qu'elle n'induisait pas d'effets secondaires. Nous la soutenons pleinement. Elle avait auparavant témoigné avec courage au nom des navigants libres au mois d'avril 2022 lors des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui avait pour mission, à la suite d'une pétition citoyenne déposée devant le Sénat, d'évaluer les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19. Bien évidemment, dans la presse mainstream, on n'évoque pas toutes ces plaintes devant la Cour de justice de la République, ou alors il faut les chercher à la page 17 en tout petit. Et lorsque nous évoquions ce genre de choses, nous étions qualifiés par cette même presse aux ordres de complotistes. Eh bien, on est obligé de leur envoyer cette carte. J'aurais besoin de nouvelles théories du complot, les anciennes sont devenues vraies.
Et puisqu'on parle de complotistes, nous avons notre complotiste en chef, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron prend ses distances avec l'Europe sur l'électricité. Le matamor, qui nous sert de chef de l'État, a déclaré fin septembre vouloir reprendre le contrôle des prix de l'électricité dans un contexte de forte inflation et il cherche un système pour s'émanciper du marché européen sans toutefois le quitter. Alors, pour ceux qui auraient oublié, le personnage de Matamor, c'est celui qui se vante d'exploits, mais qui sont évidemment imaginaires. Emmanuel Macron devenant souverainiste. Il allait faire plier l'Europe sur le marché de l'électricité. Ah, je crois que c'est le moment, c'est la politique selfie. Il a un petit discours souverainiste. Brigitte, il est bien mon discours souverainiste sur l'électricité. Et puis, il y a le résultat de ces démarches infructueuses, ces gesticulations pour ne pas dire autre chose. Paris s'est engouffré dans la brèche donc, de ce marché de l'électricité, espérant trouver au passage un moyen de remplacer son mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique qui arrive à expiration le 31 décembre 2025. Seulement voilà, l'Allemagne, l'Espagne et d'autres États membres engagés dans une transition vers le 100% renouvelable y sont opposés. Et vous allez voir pourquoi. Selon eux, l'intégration du nucléaire existant dans le système donc de l'électricité créerait une distorsion massive de concurrence sur le marché européen en ouvrant les vannes à une électricité nucléaire française abondante et à bas prix. Oui, vous avez bien compris, la France doit subventionner les erreurs de la transition énergétique de ses voisins européens. Et c'est vous qui allez payer ces erreurs. Ce sont nos artisans, ce sont nos entreprises qui vont payer ces erreurs. Et Emmanuel Macron, évidemment, s'est couché. Dans la foulée, l'Espagne, qui préside le Conseil de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2023, a présenté mercredi une nouvelle proposition de compromis dévoilée par le média en ligne Context, dans laquelle Madrid propose de supprimer totalement la possibilité d'intégrer les actifs existants des mécanismes de régulation en cours de négociation. Exit donc le nucléaire. Une proposition si radicale qu'elle aurait surpris jusqu'à Berlin, apprenons-nous du milieu diplomatique allemand. Mais il n'en reste pas moins que les Allemands soutiennent cette proposition. Emmanuel Macron éclaté façon puzzle. C'est pour cela qu'il est revenu en France, la queue un petit peu basse, et qui nous explique « Restons unis ». Et vous avez évidemment des députés, quand ils ont vu cela, ils se sont dit il faut absolument le destituer. Tous les députés se sont mis il faut destituer ce traître. Eh bien, pas du tout. Le RN a voté contre la destitution. Si les adhérents de son parti sont pour la démocratie, il doit faire pression par tous les moyens. Demandez à Bardella pourquoi il prend position contre le peuple. C'est le boss qui veut la destitution de Macron. Incroyable, nous dit Florian Philippot. À faire savoir partout, en commission des lois à l'Assemblée nationale hier, mis à part la France insoumise, aucun groupe d'opposition n'a voté pour la pétition de destitution de Macron, article 68 de la Constitution. Je ne crois pas que les militants du Rassemblement national se retrouvent dans ce refus de destituer Emmanuel Macron. C'est le moment d'ouvrir la page internationale, ce fameux conflit qui fait monter les pressions, qui fait en sorte que les gens n'arrivent plus à discuter. Et nous nous trouvons tous pris en otage par des extrémistes. Et Didier Maistre a très bien résumé la situation. Le premier terrorisme est toujours d'ordre intellectuel. Le reste finit par suivre. Il consiste à asséner un argument fallacieux d'autorité et à le faire répéter par une meute, à persister dans l'erreur, à installer une réalité parallèle. Oui, nous sommes pris en otage et il est très difficile de discuter. Déjà, il faut savoir regarder la réalité en face. Le bilan, par exemple. Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas a continué le 10 octobre de s'alourdir de façon vertigineuse, avec 1200 morts du côté israélien et 1055 à Gaza, 4 jours après l'attaque lancée par le Hamas. Quelques 1500 corps de militants islamistes auraient aussi été retrouvés sur le territoire israélien. Face à de tels chiffres, évidemment, on pourrait perdre la raison et sombrer dans une folie meurtrière. Eh bien, l'homme de bien, c'est celui qui essaie de s'extraire de cette horreur et de montrer une autre voie, celle de la paix et de la négociation. Mais voilà, il y a des gens à gauche qui ne permettent pas cela, parce qu'un des premiers points, c'est de reconnaître le Hamas comme un groupe terroriste. On ne parle pas des Palestiniens, mais du Hamas. Et ceux qui en doutent, eh bien, je les invite à aller écouter les prêches
des chefs du Hamas et de me dire si ce ne sont pas des groupes terroristes. Lorsqu'on veut l'extermination totale de ses ennemis, comment appelle-t-on ce genre d'individu? Et vous avez donc un homme comme Schlederman qui ose le parallèle entre le Hamas et les résistants français. Mais vraiment, comment ose-t-il? Oui, je suis un peu ulcéré par ce genre de parallèle. Vous avez derrière moi un livre sur les parachutistes de la France libre. Mon oncle faisait partie de ces sas. Il a été tué par les Allemands en 1944. Vous imaginez que ces résistants n'auraient jamais mitraillé des populations civiles, n'auraient pas commis des attentats sur des populations civiles et ne se seraient pas vantés de ce genre d'actes. Non, c'était plutôt honneur et vertu. Et je tiens aussi à soulever un point important. Ces résistants, lorsqu'ils ont gagné la guerre contre l'Allemagne, et notamment le général de Gaulle, qu'est-ce qu'ils ont fait quelques années plus tard? Ils se sont réconciliés avec les Allemands. Est-ce que vous vous rappelez justement les rencontres entre de Gaulle et Adenauer? Non, il faut arrêter ces parallèles-là. Ils sont déshonorants pour les résistants français. Mais il y a également des journalistes qui se conduisent mal dans l'autre sens. Je prends évidemment l'exemple de Pascal Praud. Dans l'émission de Pascal Praud, Enrico Macias appelle à dégommer les gens d'extrême gauche. Ça sent très fort l'huile de ricin à la télé française. Vous savez ce qui me choque dans cette séquence? Ce ne sont pas les propos d'Enrico Macias, parce que ce sont des propos d'un homme de 84 ans qui vient de voir un pogrom, qui vient de voir un cauchemar devant ses yeux qu'il pensait révolu et qui parle avec ses tripes. Non. Ce que je reproche, c'est Pascal Praud d'inviter quelqu'un qui ne pourrait pas se tenir sur un plateau. Il doit inviter au contraire des gens qui vont essayer d'appeler au calme. C'est cela la mission d'un journaliste. Et Pascal Praud, évidemment, se fait avoir comme un débutant sur Europe 1. Pour Pascal Praud, le massacre d'enfants, de femmes enceintes, de membres de l'ONU par Israël à Gaza ne mérite pas une condamnation ferme. Nous n'avons rien à dire à ces gens-là, il faut les combattre. Et là, évidemment que je suis d'accord. Un mort civil d'un côté égale un mort civil de l'autre. Au contraire, depuis le début, j'appelle à trouver des négociations. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas châtier le groupe terroriste Hamas. Mais on doit respecter les règles. On doit respecter les règles les plus élémentaires de la justice. Et même le président américain, vous imaginez, le rappelle à Israël. Biden, je connais Bibi depuis plus de 40 ans, une relation très franche, je le connais bien, et la seule chose que j'ai dite, c'est qu'il est vraiment important qu'Israël, avec toute la colère et la frustration, et bien sûr qu'il y a la colère et la frustration, et je ne sais pas comment l'expliquer, qui existe, c'est qu'il respecte les règles de la guerre. Oui, le président Joe Biden a même demandé à Israël de respecter les règles de la guerre. Et il faut donc entendre sur les plateaux français des hommes de paix comme Dominique Villepin. Dominique Villepin nous rappelle la doctrine gaulliste. Tout ce qui, dans la politique politicienne, peut conduire à essayer de tirer profit politiquement de cette situation me dégoûte. J'ai l'impression que l'ancien ministre des Affaires étrangères vise directement Emmanuel Macron et sa politique de selfie. Bon, la capture d'écran n'était pas très à l'avantage de Dominique Villepin, j'espère que celle-là sera mieux. Oui, le droit à la légitime défense n'est pas un droit à une vengeance indiscriminée, bien évidemment. Et Dominique de Villepin rappelle la position gaulliste. Dominique de Villepin, donc toujours, la solution à deux États est la meilleure garantie de sécurité que pourrait avoir Israël. Avoir un État constitué à côté de soi, ça vaut mieux qu'un pullulement d'organisations terroristes, un chaudron mortifère. Bien évidemment, et c'est pour cette raison que les hommes sages, je pense notamment à Vladimir Poutine et son ministre Lavrov, ont rencontré une multitude de chefs d'État du Moyen-Orient pour essayer d'organiser en effet des négociations à ce sujet. C'est la position gaulliste et c'est la seule qui tienne, c'est la seule qui permettrait de retrouver la paix. Par ailleurs, les Israéliens sont aussi en otage de leurs dirigeants, il ne faut pas se cacher, et ils le disent eux-mêmes. Le Jérusalem Post, 4 Israéliens juifs sur 5 pensent que le gouvernement et le Premier ministre Benjamin Netanyahou sont responsables de l'infiltration massive des terroristes du Hamas et du massacre du sud d'Israël, selon un nouveau sondage publié jeudi. Et il ne faut pas oublier que les Israéliens ont manifesté pendant des mois contre une réforme de la justice mise en place par Benjamin Netanyahou. Elle consistait à quoi, cette réforme de la justice? Eh bien, elle était qualifiée par la presse
israélienne comme une dérive autoritaire. La réforme vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Le gouvernement estime qu'elle est nécessaire pour assurer un meilleur équilibre des pouvoirs, mais ses détracteurs, donc les milliers, des centaines de milliers de manifestants israéliens, y voient une menace pour la démocratie et craignent qu'elle ouvre la voie à une dérive autoritaire. Je suis contre le gouvernement, il ne fait que remettre le pouvoir entre les mains d'une seule autorité. En effet, s'il n'y a qu'une seule autorité, eh bien, cela signifie qu'il n'y a plus de contre-pouvoir et donc ils seraient en dictature. Une fois qu'ils ont ruiné le système, il me semble important de descendre dans les rues pour leur dire que cela ne passera pas. Nous devons montrer au gouvernement notre détermination face à toute mesure qu'il prendra. Et il y a eu aussi des manifestations contre les politiques covidistes menées par Benjamin Netanyahou. Et d'ailleurs, quelles sont les options réellement militaires? Il veut donc prendre Gaza par la force, c'est-à-dire combattre le Hamas dans des souterrains, mais combien d'Israéliens tomberont dans cet assaut? Combien de civils tomberont dans cet assaut? Est-ce que c'est une boucherie épouvantable que l'on veut? Le monde devrait se réunir pour éviter, en effet, le bain de sang. D'autant que l'option choisie par Israël n'est pas acceptée par l'Égypte. L'Égypte a toujours eu l'impératif de contenir la population de Gaza, c'est-à-dire ça serait pousser les Palestiniens vers l'Égypte, c'est-à-dire transformer en quelque sorte l'Égypte en un nouveau Liban. Le Caire tient à contrer d'anciennes options israéliennes pour pousser la population dans le Sinaï. Israël se débarrasserait de ce pot de pu, entre guillemets, qui est devenu Gaza. Il n'y a donc qu'une seule solution, la négociation, faire en sorte que ces actions s'arrêtent au plus vite. La justice, oui. D'ailleurs, la justice, elle a le temps. La précipitation est toujours synonyme de catastrophe. Et puis, un peu partout dans le monde, on se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire que le gouvernement, les gens qui croient le gouvernement de pluie miraculeuse, eh bien, regardez ce qu'ils font exactement. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le liker, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. La situation est difficile. Allez, on conserve son calme, la tête froide et on milite pour la paix. À bientôt, au revoir.